Je suis heureuse d'accueillir comme sponsor de cet épisode Mentor Show. J'ai eu la chance de suivre la masterclass de Christophe André sur l'art de la méditation. Je la pratique depuis quelques années et je suis toujours en quête de la rendre partie intégrante de ma vie. Un programme de 10 minutes par jour pendant 15 jours. Les exercices sont nombreux et faciles à pratiquer. Le format court permet de s'additionner à n'importe quel quotidien sans changer votre emploi du temps. Du coup, j'ai décidé de suivre de nouvelles masterclass avec des personnalités comme Lise Bourbeau, Boris Cyrulnik ou encore Frédéric Lenoir. Ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux accéder à mon Mentor Show quand je veux et à mon rythme sur mon ordi, ma tablette ou mon smartphone. En plus, j'ai téléchargé leur application qui me permet de regarder les cours sans avoir besoin d'un accès à Internet. Je vous encourage vraiment à vous abonner à Mentor Show pour aller encore plus loin dans vos cheminements. Les 200 premières personnes qui s'abonneront à Mentor Show bénéficieront d'une remise de 40% sur le pass illimité avec le code promo Métamorphose40. Cette réduction est disponible jusqu'au 19 mars. Pour en profiter, rendez-vous dès maintenant sur mentorshow.com, mentorshow.com, ou cliquez simplement sur le lien situé en commentaire épinglé sous ce podcast et renseignez votre code promo sur la page de paiement. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Emmanuel Valls, coach professionnel en leadership et fondateur de BioPartners. Dans cette nouvelle émission proposée par Métamorphose, nous allons parler du masculin et du rapport des hommes avec eux-mêmes et le monde. Chaque semaine, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes du sujet afin de nous aider à trouver des clés concrètes d'évolution consciente. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Comment l'homme se retrouve-t-il face à lui-même à travers le couple ? Car si ce dernier occupe l'espace des deux partenaires, les conflits ou défis peuvent être une source d'introspection particulièrement intéressante pour les hommes s'ils ne cherchent pas à les fuir. Mon invité du jour en sait doublement quelque chose puisqu'il est non seulement un homme mais aussi un expert en thérapie de couple spécialisé dans la méthode Imago. Formé à la sexothérapie, il est également formateur en gestion du stress. Il anime régulièrement des stages de couple en France métropolitaine, dans les dom-toms et au Québec. Ayant suivi des centaines de couples depuis plus de 12 ans, il vient nous livrer ici les enseignements spécifiques pour mieux comprendre les hommes à travers leurs relations de couple. Pourquoi les hommes ont-ils plus de difficultés à vivre leurs émotions dans le couple ? Quelles sont leurs zones insécures et comment y remédier ? Autant de questions que nous allons aborder avec Claude Parizeau, qu'Anne Guéquer a déjà reçu à plusieurs reprises dans Métamorphose. Bonjour Claude. Bonjour Emmanuel. Alors, tu es l'auteur aux éditions Erol de Réenchanter son couple avec la méthode Imago. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, nous resituer ce que c'est cette méthode ? Oui, c'est une méthode en fait qui fait la différence, on va dire, des autres méthodes. Moi, ce que je pourrais dire, c'est les couples, c'est eux qui travaillent. Ils sont face à face, les yeux dans les yeux. Il y en a un qui parle, l'autre qui fait ce qu'on appelle le miroir, qui n'est pas la reformulation comme dans d'autres méthodes, mais on fait le miroir avec son cœur, ça on écoute avec son cœur, on fait le miroir de ce que l'autre dit pour juste être sur la même longueur d'onde que l'autre. Et voilà, après il y a d'autres petites choses, on le valide, on fait de l'empathie, on vient vraiment soigner les enfants intérieurs à travers des dialogues où chacun peut parler à partir du cœur, c'est-à-dire ceux qui sont plus rationnels, on va les descendre au niveau du cœur, et ceux qui sont plus émotionnels, on va les faire remonter au niveau du cœur pour qu'ils tous les deux parlent la même langue. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à cette question du couple ? Comment c'est venu dans ta vie ? Je pense que c'était pas conscient au début, mais c'est même mon père qui a dit ça il y a quelques années. Il a dit, c'est dommage que tu sois thérapeute de couple, parce que tu as vu tes parents s'insulter tous les jours, encore aujourd'hui. Oui, ça fait 57 ans qu'ils sont mariés. Ils savent pas faire autrement que de se parler mal, donc on a tous vécu ça. Et encore aujourd'hui, quand on y va, on leur interdit de parler comme ça, mais ils se parlent comme ça. Donc je pense que c'est ça. Et ma grande difficulté aussi, je pense, à être moi-même en couple, à vivre le couple tel que le couple, tel qu'on on nous l'apprend au début. Je pense que le couple aujourd'hui, il y a autant de couples que de façons d'être en couple, sauf que voilà, beaucoup de personnes, ça serait tout un sujet, entrent en couple de la même façon aujourd'hui qu'il y a 50 ans, alors que c'est complètement différent. Ok, tu nous diras en quoi tout à l'heure. Et alors, pourquoi c'est si difficile, ou ça semble si difficile pour les hommes d'aller en thérapie, et notamment en thérapie de couple ? Tu vois, c'est amusant parce que encore hier, il y a un homme qui m'a appelé pour dire qu'il venait au stage, que sa femme
insiste depuis plusieurs temps pour qu'il vienne, mais lui, le mot thérapie lui parlait pas. Bon, déjà parce que eux, ils s'entendent assez bien, puis le mot thérapie fait très peur pour les hommes. C'est comme s'il y a quelque chose qui allait pas. Et si quelque chose ne va pas, comme les hommes, la plupart des hommes ont une blessure de compétence, c'est-à-dire on nous éduque à être compétents, à être efficaces, à être... Et ben les hommes, ils ont peur qu'on les montre du doigt s'ils viennent en thérapie, puis qu'on leur dise qu'ils sont pas compétents, tout simplement. Est-ce que tu vois une nouvelle vague d'hommes plus connectés à eux-mêmes arriver, ou est-ce que ça c'est juste une légende urbaine ? Alors, c'est très difficile à dire parce que moi, je gravite dans des milieux où les gens sont conscients, où ils se remettent en question. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Après, il faudrait voir ça sur une population, large population. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin. On est quand même encore peu nombreux. Voilà, il y a des groupes d'hommes. Par exemple, Jean-Philippe de Tonac en a parlé. MKP, on en parle souvent. Il y a des groupes d'hommes aussi issus au Québec. Il y en a beaucoup. Guy Corneau a beaucoup fait ça, beaucoup initié cela. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus, je trouve quand même que moi, je sais pas, je pense que c'est moi, par rapport à moi, je pense que c'est mon livre. J'ai voulu écrire en tant qu'homme dans mon livre et parler de ma sensibilité d'homme. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui me contactent parce que je suis un homme et puis qu'ils se retrouvent dans ce que j'ai écrit. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plus d'hommes qui sont touchés parce qu'ils s'identifient un peu à ce que moi, j'ai pu vivre. Et alors, est-ce qu'on peut espérer des relations épanouies dans un couple en tant qu'homme si on cherche à se passer de ce travail qui consiste à mieux se comprendre, à mieux se connaître ? J'ai toujours été sincère, je vais être direct. Moi, je pense pas. Okay. Je pense pas de mon expérience. Je veux dire, c'est pas seulement, c'est ce que j'observe. Je pense ça depuis tout le temps. Puis moi-même, je vois, j'ai résisté longtemps. Longtemps. Je travaille sur moi depuis 26 ans, quoi. Depuis là, je me mets 30 ans. Mais je vois bien que déjà, même en travaillant sur moi depuis 25 ans, je vois combien ça peut être difficile parfois d'exprimer mes émotions ou de les sentir. Parce que moi, personnellement, je me suis coupé enfant de mon corps, je me suis clivé suite à des abus sexuels et puis à d'autres choses. Donc, tout mon chemin, ça a été de retrouver une sensibilité dans mon corps et de ressentir de mon ressenti. Donc, pour sentir mes besoins et mes envies, c'est d'abord ressentir dans son corps. Donc, c'est tout un chemin. Mais comme beaucoup d'hommes, comme mécanisme de défense, ont utilisé l'anesthésie, c'est-à-dire qu'on a 4 façons de se protéger. Soit on fuit, soit on se soumet, soit on attaque, soit on s'anesthésie. Ça, c'est notre mécanisme de défense. On a ces mécanismes de défense-là qu'on apprend enfant. Et beaucoup d'hommes, je remarque que c'est soit la fuite, soit le clivage, c'est-à-dire la fermeture. Est-ce que c'est ça que tu appelles les minimiseurs ? Est-ce que tu peux nous expliquer ces termes minimiseur et maximiseur que tu évoques dans ton livre ? Oui, c'est une grille de lecture. Les minimiseurs, c'est vrai que c'est 90% les hommes. Ce sont les personnes qui vont dans leur grotte quand ils ont des difficultés quand ils ont un ressenti difficile, dès qu'on est activé, déclenché émotionnellement, la plupart des hommes vont se fermer, déjà, la parole, c'est pas ce qu'on nous a le plus, invité de développer. Nous, c'est plutôt de le faire dans l'éducation. Je développe pas ça parce que ça a déjà été beaucoup dit, mais la plupart des hommes, le problème, c'est que il y a une fermeture au niveau des émotions et ça se retrouve très souvent, c'est-à-dire le besoin de temps, le besoin d'abord de laisser descendre, le besoin pas de s'intérioriser, ça serait bien si c'était de s'intérioriser, c'est juste le besoin de digérer, de gérer l'émotion, parce que souvent ils ne savent pas comment faire. Et c'est vrai que c'est plus souvent les hommes que les femmes, même si ça peut être inversé. Donc le minimiseur, c'est celui qu'on appelle la tortue, qui va plus se fermer. Et le maximiseur, c'est plus celui qui va chercher le lien, qui va se sentir abandonné, qui a besoin d'être en lien, de sentir le lien pour vivre des relations épanouies. Donc on pourrait presque parler de aller vers, comme en Gestalt, quand on parle de maximiseur. Oui, aller vers, c'est ça, c'est celui qui est un peu poursuiveur dans d'autres grilles, on pourrait dire celui qui poursuit, celui qui cherche vraiment le lien. Très souvent, le minimiseur, lui, il revendique sa liberté, et le maximiseur, il revendique le lien, alors que tous les deux, on a besoin des deux. D'accord, et donc parlons de cette question de la liberté. Tu dis, être en couple, c'est se sentir au moins aussi libre que lorsqu'on vit seul. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça ? Est-ce que c'est tenable, cette promesse-là, si on s'invite à ça dans un couple ? Je pense que peu de gens le vivent, en tout cas, pas dans ceux qui viennent me consulter.
Mais sinon, je pense que c'est faisable. De se sentir libre, en fait, c'est pas l'autre qui nous rend pas libre, c'est pas la relation, c'est nous, ce qu'on imagine devoir vivre dans la relation. Je pense que pour pouvoir se sentir au moins aussi libre que quand on est seul, et moi je trouve, pourquoi vivre à deux alors ? Parce que c'est pas évident de vivre avec quelqu'un, surtout encore aujourd'hui. Donc si c'est pour se sentir enfermé et moins libre que seul, moi je vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, je dis toujours, je préfère être seul que mal accompagné, parce qu'au moins je suis libre de faire ce que j'aime, etc. J'ai besoin d'être avec quelqu'un, de partager des moments, de partager mes passions, de partager aussi un quotidien, mais de me sentir libre d'être comme je suis. Si je commence à freiner des choses de moi, je vais amputer l'autre de toute ma richesse, de toute une partie de moi qui, même si elle est moins sympa, ça fait partie de moi. Donc, j'ai vraiment besoin d'être libre, de pouvoir m'exprimer, puis après, de réguler ensuite. C'est ça que je parle de la liberté, c'est dès qu'on essaye de cacher quelque chose à son partenaire ou qu'on n'ose pas dire quelque chose, c'est ça qui va nous éloigner. Donc, pour moi, c'est ça la liberté, c'est de se sentir libre, de dire ses rêves les plus fous, ses frustrations, tout. Ouais. Et donc, à propos de dire tout, pourquoi on hésite tellement à dire notre vérité dans l'instant à ce partenaire ? Qu'est-ce qui fait que bien souvent on a cette hésitation ? Je pense que dès qu'on a des hésitations, c'est parce qu'il y a moins de confiance. Quand on est dans la période romantique du début, où les hormones font leur travail, c'est facile, on se sent en confiance, tout le monde dit « Ah, j'ai trouvé la personne vraiment avec qui t'es mon autre, on est pareil », on dit toutes ces choses-là. Mais quand les hormones font plus effet, on commence à avoir des petites luttes de pouvoir. Et c'est là que si on n'en parle pas tout de suite, si on n'ose pas se parler, c'est comme ça crée un petit fil qu'on tend, il va se tendre, c'est comme un élastique. Et cet élastique, plus on va attendre, plus il va se tendre. Et à un moment donné, on va plus oser dire des choses importantes, surtout il y a des sujets comme la sexualité, l'argent, l'éducation, c'est des sujets qui demandent beaucoup de sécurité pour oser, parce que s'il y a du jugement, ça vient toucher des blessures, en fait, en dessous. Des blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation. Il y a tout ça qui réveille. Et tout ça, ça vient de l'enfance, en fait. C'est systématiquement de l'enfance. Donc, c'est des besoins qui n'ont pas été satisfaits enfant et qui se réveillent dans les relations intimes avec notre partenaire. Vu que c'est dans les relations intimes qu'on a été blessé ou où nos besoins n'ont pas été satisfaits, c'est dans cet espace-là que ça se réveille. C'est pour ça que c'est difficile. Mais moi, je crois vraiment à ça. Le problème, c'est que c'est apprendre l'interdépendance dans le couple pour ça. C'est apprendre de sortir de la fusion. Tant qu'on reste dans la fusion, c'est-à-dire de penser, de croire qu'on doit penser pareil, qu'on doit être pareil, là, c'est sûr qu'à un moment donné, on risque de s'éloigner. Alors, comment y parvenir à cette interdépendance ? Pour y parvenir, c'est d'apprendre à parler en toute sécurité. Moi, j'ai trouvé que cet outil-là. C'est pas pour... Je suis pas en train de dire qu'une méthode est mieux que l'autre. Moi, j'ai expérimenté un peu tout ce qui existe entre la CNV, méthode Rogers, tout ce qui existe dans la communication. Et vraiment, c'est le seul outil où moi, personnellement, où j'ai manqué de sécurité, moi, clairement dans mon enfance, où je me sens pleinement en sécurité pour oser dire. Je sais que je vais être écouté, entendu, validé, sentir l'empathie de l'autre, et c'est ça qui va venir soigner ce petit garçon à l'intérieur de moi, en fait, parce que c'est lui, en fait, qui a besoin d'être soigné. L'adulte, il peut comprendre plein de choses, mais on vient toucher des zones vraiment qui sont toutes petites. Et d'être dans un espace sécurisé, ça permet vraiment d'oser les dire, d'oser de se sentir entendu, écouté. Et il y a vraiment quelque chose une magie qui s'opère. C'est vraiment le mot qui me vient à chaque fois. Chaque dialogue, les couples peuvent arriver complètement, mais vraiment tendus, pas envie de venir. Des fois, ils arrivent devant moi, ils me disent, mais là, on est là parce que sinon on perd les 200 €. Tu vois, mais on n'a pas envie d'être là. Je dis, mais moi, c'est super, franchement. Ok, j'entends, vous n'êtes pas bien, comment il est votre espace ? Il est tendu, froid, voilà, je leur demande. Puis au bout d'une heure, vous verrez, je leur dis, dans une heure, il va être complètement différent. Et c'est ça, pour moi, qui est magique. Alors, si on revient aux hommes, qu'est-ce qui les rend particulièrement insécures dans ce que tu crois percevoir dans ces rendez-vous, dans ton expérience ? C'est surtout, c'est dès qu'il y a un reproche. Moi, de mon observation, je crois que 100%, j'ai envie de dire, allez, on va dire 90%, parce que tous les hommes viennent pas me voir, et puis j'observe depuis l'âge de 14 ans. Moi, j'observe comment le monde fonctionne, parce que chez moi, c'était tellement bizarre que j'avais toujours cette soif de comprendre,
Donc, j'observe partout. Je vais beaucoup chez les gens. Quand je fais mes tournées, je voyage énormément et je loge chez les gens. J'aime loger chez les gens. Donc, j'observe et je vois que le point commun, c'est la peur de ne pas être compétent. La peur c'est vraiment de ne pas être à la hauteur. C'est toujours ça. C'est cet esprit de compétition qu'on dévoile à l'école, qu'on développe à l'école. Je veux dire, pas qu'on développe, mais qu'on maintient. Pour moi, c'est cet esprit de compétition qui vraiment nous met dedans. Toujours être en compétition, d'être mieux, d'être meilleur, alors qu'il y a juste être soi. Il n'y a pas de chercher à être quelqu'un d'autre et de vouloir avoir raison, surtout. Et la raison, on est éduqué aussi là, beaucoup dans la tête. C'est à l'école, on nous apprend à être un bon cerveau. Alors qu'on a des émotions, on a des sentiments, on a des ressentis. Et ça, c'est ça qui est important aussi, c'est d'être des personnes complètes. Et les hommes, malheureusement, encore aujourd'hui, même si je sens que ça commence à changer, ça reste quand même... Et il n'y a pas que les hommes, des fois c'est inversé. Hein. Mais je trouve que les femmes ont de plus en plus de composantes masculines, et elles aussi, parfois, de plus en plus, ont du mal à sentir. Elles travaillent de plus en plus, donc elles ont de moins en moins de temps. Et pour sentir, c'est d'avoir du temps, c'est de prendre le temps d'aller, de souffler, de s'ennuyer presque. Et plus on va dans une société qui va vite, moins on a de temps pour sentir. Et moins on a de temps pour sentir, moins on a de temps pour écouter et pour avoir de l'empathie pour les autres. Et c'est ça qui nous met dans le mur. Donc, un des facteurs clés de réussite de la méthode Imago, c'est notamment de prendre le temps et de se reconnecter, de sentir. Alors, comment récupérer ce lien au corps ? Tu disais tout à l'heure que tu t'étais relativement coupé il y a quelques années encore chez toi. Comment en es-tu revenu ? Quelle solution ? Qu'est-ce qui fonctionne en fait ? Moi, je peux parler pour moi. Oui, c'est vrai que j'ai commencé, c'est marrant parce que j'ai eu un accident de moto il y a 20 ans et je serais resté prof toute ma vie. Puis là, j'ai appris à me rééduquer, j'ai eu le temps j'ai eu 1 an pour me rééduquer à l'hôpital. Et j'ai vraiment appris à ressentir. Et puis tout de suite, en sortant de l'hôpital, j'ai été amené à faire une formation. En fait, j'ai rencontré des personnes pendant mon séjour en centre de rééducation. Et j'ai pu faire tout de suite des formations de massage, de relaxation. Je me suis formé à être relaxologue. Puis je savais pas pourquoi j'allais faire ça. Et je savais pas pourquoi je voulais faire ça. Et en fait, ça s'est venu à moi. En fait, j'ai pas choisi. Puis j'ai compris après que relaxologue, c'était apprendre à me relaxer. Mais apprendre à me relaxer, c'était apprendre à sentir, tout simplement. Donc j'ai commencé mon nouveau parcours, après être prof de gym, c'est à être relaxologue, à faire des formations sur la gestion du stress, sur la relaxation. En fait, c'était pour moi que je l'ai fait. Puis après, j'ai fait thérapeute psychocorporel pour faire le lien entre le corps et la tête. Pareil, je l'ai fait tout ce que j'ai fait. En fait, j'ai compris après que je le faisais pour moi. J'étais appelé. J'avais des frissons à chaque fois dans mon corps quand je rencontrais une personne, une approche. J'ai toujours suivi ça. C'est amusant parce que moi qui ne sentais pas, j'ai toujours suivi mes frissons. C'est les frissons dans mon corps qui sont mes guides. Dès que j'ai un frisson, je sais que je suis au bon endroit. Alors, je te dis pas, quand j'ai rencontré la méthode Imago, j'ai résisté. Quand ma partenaire m'a emmené de force dans un stage, parce que moi, j'étais vraiment traîné comme beaucoup d'hommes. Et ça a été une révélation pour moi, mais vraiment une grande révélation. J'ai eu des frissons partout. J'ai su que j'allais pouvoir participer à quelque chose de grand. Okay. Et c'est pour ça que j'ai... Et alors, comment elle s'y est prise ? Et de façon plus générale, qu'est-ce qui permet aux femmes, puisque c'est souvent elles qui, visiblement, donnent le signal, ou en tout cas cherchent à motiver son conjoint, comment donner envie aux hommes d'aller en thérapie, et plus spécifiquement en thérapie de couple ? Déjà, c'est de se dire que c'est pas une thérapie de couple, c'est une thérapie de la relation. Nous, on s'occupe que de la relation, et c'est pas une thérapie. On pourrait voir ça comme un coaching de la relation. Moi, je facilite un processus. C'est vraiment, peut-être que je devrais m'appeler autrement. Des fois, j'ai envie d'aujourd'hui de m'appeler facilitateur, même si le mot facilitateur existe déjà en Imago. C'est pour tous les métiers autres que thérapeute de couple. Mais je suis facilitateur d'un processus. C'est vraiment ça. Et comment... les invités, déjà, je peux donner des conseils aux femmes aussi de comment faire pour en parler à leurs compagnons. C'est déjà de parler d'elles. Parce qu'on parle des hommes, de nos difficultés, c'est vrai. Mais pourquoi je pense que ça se joue à deux toujours. C'est pas le problème, c'est pas les hommes. Je veux dire, nous, c'est vrai, on a du mal à communiquer avec les mots, on a besoin de temps. Mais la chose la plus difficile, comme je disais, c'est la critique. Dès qu'on se sent critiqué, on va se fermer, il n'y a plus personne. On ne peut plus parler au même niveau de connexion. Donc, c'est apprendre à ne pas critiquer. Parce que même, je disais ça aux copines, j'ai beaucoup d'amis qui sont en thérapie ou en développement personnel. Elles disent, mais moi, je parle de moi pourtant, je parle de mes envies. Je lui dis, mais sois franche. Est-ce que dans l'énergie, quand tu parles, même si tu dis « je », est-ce que dans l'énergie, tu fais passer le message comme quoi c'est l'autre le problème ?
Bah oui, c'est ça le problème. Si dans l'énergie, je pense que le problème c'est l'autre, c'est foutu. C'est comprendre qu'est-ce que je fais aussi pour que mon partenaire se ferme. Et on peut participer si si j'apprends à parler de mes besoins, si j'apprends à prendre un peu de recul, à attendre quelques minutes ou à proposer d'autres façons de faire, c'est le minimiseur qui, au fond de sa chaise, il va commencer à s'avancer. Et le maximiseur qui, lui, est toujours penché en avant. Tu sais, si je prends l'image, quand on fait un dialogue, il est carrément penché en avant pour recueillir les propos de son partenaire et être curieux de ce qu'il va dire. Il va pouvoir attendre, il va pouvoir se poser, se reposer et permettre au partenaire justement de ralentir. Parce qu'on parlait de ralentir tout à l'heure, une des clés, c'est sentir son corps, c'est aussi de sentir ses pieds, c'est de respirer. Tu vois, là, je parle vite parce que je sais qu'on n'a pas tant de temps que ça, puis il y a plein de choses. Je parle vite et puis c'est de temps en temps d'expirer, de laisser descendre dans son corps et de laisser les pensées s'éclaircir, laisser la place pour de nouvelles pensées, de nouvelles sensations. Parce que pour sentir son corps, pour sentir ses émotions, il n'y a qu'une seule chose, c'est de ralentir. Et qu'est-ce qui fait que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui? C'est parce qu'on est dans un monde qui, comme je disais tout à l'heure, qui veut toujours aller toujours plus vite. Et ça marche alors en quelques jours de stage? Est-ce que les hommes et les femmes réussissent à se reconnecter profondément à eux-mêmes et pouvoir se reconnecter à ses émotions, à leurs ressentis, à pouvoir du coup plus facilement les exprimer? Mais clairement, je fais de moins en moins, j'ai décidé de prendre beaucoup moins de couples en individuel et de faire plus de stages. Parce que j'ai remarqué que dans le stage, qui durait au début 3 jours, que je fais 4 jours maintenant pour vraiment aller en profondeur, au bout de 4 jours, tous les couples se reconnectent. C'est vrai qu'il y a 100% de satisfaction dans les stages. Ça ne veut pas dire que ça a marché à tous les coups. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une satisfaction de ce qui reconnecte. Ils se reconnectent, parce que l'amour, souvent, même quand on a l'impression qu'il n'est plus là, c'est pas l'amour qu'on perd, c'est la connexion. Puisque l'amour, c'est pas une émotion, c'est juste une énergie qui circule. Et on la sent circuler quand tout va bien, mais quand ça va plus, on n'arrive plus à la sentir circuler. Donc nous, on prend le temps, on donne des outils concrets, mais vraiment tous les outils que j'ai, je les donne dans ce stage au couple, et à la fin du stage, ils repartent en lune de miel. Mais, on va être honnête, s'il n'y a pas de dialogue une fois par semaine à la maison de cette façon-là, au bout de 3 semaines, la lune de miel, elle va se terminer, et on va reprendre les mêmes choses. Je l'ai vécu moi-même, quand j'ai déjà fait le stage. Alors justement, parlons-en, Claude. Quand on n'est pas en stage de couple, quels sont les leviers pour, au quotidien, réenchanter son couple, puisque c'est le titre de ton ouvrage, et j'irai d'ailleurs te chatouiller là tout à l'heure pour voir justement quelles sont les limites, ou en tout cas à quel point c'est si évident ce réenchantement, ou si parfois on tape dans les limites. Les clés, on va dire pour les hommes, puisque là on parle plus spécifiquement. Un peu spécifiquement pour les hommes, c'est de lâcher déjà la croyance que... Je crois qu'il y a c'est pas une croyance, j'ai pas mal étudié en psychosociologie, notamment au Québec. Puis il y a ce côté patriarcat. Ce côté où l'homme porte, c'est lui, tu vois, qui est responsable de famille. Il y a quelque chose comme ça dans la relation où il y a la croyance que c'est lui qui doit porter toute la responsabilité. Et c'est pour ça que dès qu'on lui le montre du doigt, oh là, il faut que j'assure. Non. Déjà, c'est pour moi, pour réenchanter son couple, c'est d'accepter de demander de l'aide. Parce que très souvent, enfant, on nous a appris à nous débrouiller tout seul, à être efficace, à être, tu vois, c'est ça, concret. Et c'est ça le problème, c'est que pour la plupart, on a intégré qu'il fallait pas demander. Tu sais, le dicton en France, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Il y a plein de choses comme ça. Tout ça, ça nous met dedans. C'est au contraire, c'est oser demander de l'aide. Pour moi, dès que je vois un homme, même dans mes amis, dès qu'ils osent demander, pour moi, le chemin, il est commencé. Après, on peut plus faire marche arrière. Le plus dur, c'est de traverser cette première peur. Parce que c'est une peur derrière. Il y a la peur d'être vulnérable, la peur de pas être compétent, la peur d'être fragile. Souvent, les hommes... Tu sais, on a l'impression que si on ouvre un robinet, on va plus savoir l'arrêter, puis qu'on va plus être un homme. J'exagère à peine, tu sais, c'est encore vrai aujourd'hui. Vrai. Et qu'est-ce qui permet d'ouvrir le robinet, justement, d'après toi ? Tu vois, des choses comme mon livre, je suis content d'avoir... Et je vois qu'il marche vraiment bien pour ça, et je suis vraiment content de ça. Il y a ça, il y a peut-être aller oser demander, faire des groupes d'hommes. C'est faire aussi des pratiques pour ralentir, pour sentir à l'intérieur. Pas se raconter d'histoires et continuer à aller de l'avant et aller dans un mur. Tu vois, le burn-out, c'est vraiment, c'est vraiment le problème du siècle. C'est juste d'apprendre à
prendre des temps de pause, par exemple en couple, c'est d'arrêter le travail et de donner la priorité à sa relation. Moi, je pense qu'il y a ça aussi. Si on ne donne pas la priorité à sa relation, pour moi, c'est là où chaque individu a à mettre la priorité quand il est en couple. C'est donner la priorité à son partenaire, sa partenaire. Parce que sinon, tu vois, j'entends souvent, mais c'est rigolo, Claude, on n'a pas 1 heure pour faire des dialogues par semaine. Oui, tu as 40 heures, tu peux trouver 40 heures pour travailler, ou tu dois travailler 40 heures, mais tu ne peux pas consacrer 1 heure pour la relation. Mais pourquoi es-tu en relation, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Tu vois, c'est vraiment ça. Et alors, il y a une question qu'on n'a pas encore abordée. Tu dis dans ton livre, le conflit est nécessaire, mais ne doit pas forcément être douloureux. Alors, est-ce que le conflit est évitable? Et d'ailleurs, est-ce qu'un évitement est une bonne chose? Est-ce que les hommes évitent le conflit? Ben oui, très souvent, et pas que les hommes. Tu vois, moi, je viens du Québec et je les adore. Ils ont plein de qualités, je veux dire, parce que là... Mais c'est vrai qu'au niveau du masculin, je vois bien combien la peur du conflit crée des évitements. On veut être aimé pour qui on est, mais on le dit pas. Tu vois le truc? Il y a quelque chose qui est quand même complètement paradoxal. Et parce qu'il y a la peur du conflit. Comme je disais tout à l'heure, on mélange le conflit. Ben c'est vrai que rien que le mot conflit, tu vois, on pense conflit armé. Et puis en ce moment, c'est d'actualité. Donc, conflit, on devrait dire tension, désaccord. En fait, le désaccord est indispensable parce que derrière tout conflit, il y a une pépite d'or. Et si on n'est pas capable de se mettre en conflit, c'est-à-dire de parler de son désaccord, on ne va pas aller chercher la pépite d'or qu'il y a derrière. La relation, elle veut juste grandir. Donc, si on ne va pas chercher de pépite d'or, qu'est-ce qui se passe? La relation, elle s'appauvrit. Donc, indispensable. Le conflit, c'est juste la relation qui veut grandir. Est-ce que le fait d'être plus autonome, affectivement, est un levier important pour justement que ce couple perdure dans la joie? Mais oui, c'est toujours pareil. Être autonome affectivement, ça veut dire apprendre à aller à l'intérieur, d'aller explorer le monde en dessous. C'est un peu comme, je l'avais entendu il n'y a pas longtemps, oui, c'est ça, c'est un monde, il y a plein de choses et on ne va jamais le visiter. Et pour pouvoir récupérer ça, c'est apprendre à ralentir, à sentir, demander peut-être de l'aide d'un thérapeute, un psychothérapeute, ou aussi peut-être faire du tai chi, du qigong, de la méditation. Il y a plein de pratiques aujourd'hui qui existent, du yoga, pour justement apprendre à habiter son corps. Et plus on va l'habiter, plus on va sentir ce qui s'y passe. Donc plus on va pouvoir aussi sentir ses émotions. Moi, c'est le chemin que j'ai pu faire. Et alors, une fois que tu as retrouvé le lien à toi et que tu amènes ça dans le couple, donc comment rester en lien tout en osant affirmer ses limites, ses envies dans le couple? Est-ce qu'il c'est possible de faire les deux? Être bien avec soi et bien avec l'autre, si je résume. Oui. Oui, tout à fait. Le but, c'est ça, c'est d'être à la fois bien avec soi et bien avec l'autre. C'est pas être bien avec soi sans avoir... je m'en fous de ce que l'autre pense. Non, ça marche pas comme ça. C'est juste prendre soin de l'autre, prendre soin de ses besoins. Je pense que l'amour, aimer, c'est ça, c'est donner à l'autre ce dont il a le plus besoin, sans par contre se sentir soumis, obligé. Donc c'est tout cet équilibre-là à trouver. Et pour moi, le meilleur équilibre, c'est de faire des dialogues. Et les dialogues permettent vraiment de dire chacun sa vérité, puis de trouver ce qu'on a en commun. Par exemple, on a un exercice qui s'appelle la vision du couple. Et dans cette vision, justement, chacun va donner sa vision. Très souvent, ils partagent la même, les couples. Mais c'est dans la façon d'y arriver qui est vraiment différente. Donc, ce qui est important, c'est que chacun puisse vraiment exprimer de comment il envisage telle chose, et comment l'autre aussi, puis trouver une phrase commune ensemble, une vision commune. C'est ça le but. Et il n'y a qu'une seule chose, c'est la communication. On peut communiquer aussi avec le corps, bien sûr, avec les yeux, tout ça c'est aussi important, mais on est des êtres humains doués de parole, on est les seuls. Donc je pense que c'est vraiment, à un moment donné, les mots qui vont nous relier. Et alors, toutes les vérités sont bonnes à dire systématiquement? On m'a souvent déjà posé la question, je pense que oui et non. J'ai envie de dire, on n'est pas obligé de tout dire dans une relation. Je veux dire, parce que là, on justifie, puis des fois, ça crée plus de tension. C'est juste que je suis pas pour le jardin secret. C'est pas de garder secret des choses. Peut-être des pensées, nos pensées, elles nous appartiennent. Mais ce qui est important, c'est que si ma partenaire ou mon partenaire dit quelque chose, on va dire là, si on est un homme, si ma partenaire nous pose une question, ne pas mentir. Ça, c'est important. Voilà, pour moi, c'est pas tout dire, mais ne pas mentir.
Donc ta boussole à toi, c'est celle-là. Je dis ma vérité systématiquement si une question m'est posée, et pour le reste, c'est à toi d'en juger au fil de l'eau. Si je suis mal à l'aise et que j'ai l'impression de cacher quelque chose à ma partenaire, c'est à moi d'aller voir pourquoi et de sentir. Comme la communication, elle est à 93% non-verbale. Ce que je ne dis pas, si ça me pose problème à moi, de toute façon, ça va passer autrement dans la relation. Et donc, ça va toujours nous éloigner. C'est ça que j'ai appris. Pour moi, c'est la thérapie de la vérité. C'est ce que j'ai envie de pratiquer avec les couples, c'est apprendre à dire notre vérité. On ne peut pas être quelqu'un d'autre que soi-même. Qu'est-ce qu'il dit ça? C'est Oscar Wilde, je crois. Oscar Wilde, c'est ça. Je l'ai mise dans mon livre en plus. Alors, est-ce que les hommes se victimisent particulièrement quand ils sont face à leurs responsabilités? Mais les hommes, comme les femmes, j'ai envie de dire à cet endroit-là, mais c'est vrai que plus les hommes, parce que on se victimise quand on n'a pas été regardé à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on se victimise, la victime, c'est l'enfant, très souvent. L'enfant qui a été victime. L'enfant intérieur, tu veux dire. L'enfant intérieur, oui. Et si l'enfant intérieur, on n'a pas été le regarder, il va prendre toute la place dans la relation. C'est comme s'il criait, il dit « mais écoute-moi ». Et moins on l'écoute, plus il va prendre de la place dans la relation. Et c'est ça qui se passe beaucoup aussi chez les hommes. Et moi, en thérapie déjà individuelle, dès que quelqu'un est dans la victime, on sait que ça va être compliqué de travailler sur du long terme tant qu'il sera dans la position de victime. Le but, c'est d'apprendre à la personne de reprendre responsabilité, retrouver les bases et de sortir de la victimisation. Et qu'est-ce qui aide les hommes à faire ça? S'ils ne veulent pas aller en thérapie, très souvent, ils commencent... J'ai remarqué que de venir en thérapie de couple, c'est un début. C'est-à-dire qu'entendre leur femme leur dire « tu sais que tu devrais aller en thérapie », ça c'est un grand classique. Si les femmes écoutent le podcast, elles vont sourire parce que c'est qui n'a pas vécu ça. Mais oui, mais ça te ferait du bien, tu devrais faire ça. Ça ne marche pas. Parce que la partenaire est la moins bien placée. Sinon, on va se sentir encore plus incompétent. Donc, par contre, c'est plus facile quand soit le thérapeute le dit, soit quand ils s'en rendent compte dans les dialogues que même quand la femme, je prends un exemple, par exemple, si la partenaire, elle exprime une émotion de ce qu'elle vit, juste en parlant d'elle, mais que le partenaire se sent quand même coupable de ce que l'autre vit, là, pour moi, il y a besoin d'aller en thérapie. Ça veut dire qu'il y a une faille dans l'estime de soi. C'est-à-dire, pour croire qu'on est coupable de ça, ça montre bien qu'il y a des mécanismes de protection où on ne se sent pas à la hauteur. Et ça, c'est à voir en thérapie. Pour moi, sans ça, ça va prendre des années. Et c'est vrai que ça demande du courage. Et alors, quand le fameux lien dont tu parlais tout à l'heure s'est distendu, quels sont les chemins pour retrouver ce lien entre deux partenaires? Quand chaque partenaire est distendu, ça va être de retrouver une communication dans un espace sécurisé. C'est pour ça que le dialogue, on appelle ça le petit espace, on installe un petit pont, et on appelle ça l'espace sacré du couple. C'est vraiment un espace sacré, un petit laboratoire. Et c'est de parler dans ce petit laboratoire où on peut vraiment exprimer tout ce qui est là, en parlant de soi, en prenant 100% responsabilité de ce qu'on vit et en allant vers zéro négativité. Nous, on dit 100% responsabilité et zéro négativité. C'est quoi négativité dans ce contexte? Oui, dans ce contexte, zéro négativité, c'est-à-dire la critique. C'est-à-dire que c'est la critique. La critique est même déguisée, même dans l'énergie. C'est-à-dire le zéro négativité, c'est je prends complètement responsabilité de tout ce que je vis dans la relation. L'autre... je veux dire, il appuie sur un bouton, c'est vrai. Et l'autre, bien sûr qu'il est responsable de ce que je vis. Mais je vais prendre responsabilité de tout ce que je vis. Quelqu'un d'autre le vivrait autrement. Et c'est là que tu vois, une des clés pour moi, elle est là. Et alors, c'est quoi le langage de l'amour pour les hommes, s'il y a des choses qui reviennent particulièrement? Oui, les langages d'amour des hommes, c'est très souvent le toucher physique. C'est vrai qu'on ne parle pas avec des mots, mais dans la sexualité, on s'y retrouve. Puis l'homme se sent aimé quand il se sent désiré avant tout. Après, il va pouvoir ouvrir le cœur, mais c'est d'abord le sexe qui s'ouvre. Tandis que chez la femme, c'est le contraire. Elle a besoin d'être en connexion, de parler, de communiquer, de passer des moments de tendresse avant pour que son sexe s'ouvre après. Vous voyez, tu vois, c'est pour ça que c'est souvent compliqué. Ok, et à l'inverse, peut-être des hommes qui nous écouteraient auraient envie de savoir quel est le langage d'amour des femmes et comment peuvent-ils mieux honorer, stimuler leur couple. Oui, tout à fait. Puis le deuxième langage d'amour, c'est vrai, il y a ça aussi, c'est les services rendus. Nous, on est dans le faire, on nous apprend à faire. Donc... Là, tu reparles des hommes, n'est-ce pas? Je parle des hommes, excuse-moi, oui. Je parle des hommes, je finissais avec les hommes, parce que s'il y en a deux principaux, c'est ceux-là qui reviennent le plus. Je dis bien le plus, ça ne veut pas dire que tous les hommes fonctionnent comme ça. Mais ça, c'est ce qui revient le plus de mon expérience.
Et pour les femmes, bien entendu, elles, c'est des paroles valorisantes. Okay. Moi-même, et les c'est-à-dire recevoir des compliments, c'est ça que tu veux dire? Oui, des compliments, les paroles qui valorisent. T'es jolie, t'es bien habillée, je trouve tes yeux, j'aime ce que tu fais. Que ça soit tous des compliments, les paroles qui valorisent, pas qui dévalorisent. Et aussi les moments de qualité, passer du temps avec le partenaire, très souvent. Et c'est vrai que comme c'est pas les mêmes, on a l'impression qu'on s'aime plus à un moment donné. Mais en fait, c'est pas l'amour qui est pas là. C'est juste qu'on parle pas la même langue. Donc, le but, c'est de réapprendre la même langue. Et alors, dans quel cas la séparation semble inévitable, puisque peut-être que ça a des limites, réenchanter le couple parfois. Dans quel cas cette méthode, ou peut-être toutes les autres d'ailleurs, butent? Quelles sont les limites? Voilà, à quel moment il faut arrêter l'acharnement, ou je ne sais pas comment le dire. Quelle que soit la méthode, ça c'est mon opinion, de mon expérience. Je le disais encore à un couple, pour les couples qui sont ensemble depuis vraiment longtemps et qui ont attendu très longtemps parce que dans leur dynamique, ils avaient une blessure où ils étaient un mécanisme de défense qui était la soumission. Pour ceux qui sont soumis tellement d'années et puis qui se réveillent à un moment donné, mais alors avec toute la colère qui ressort, de la colère d'avoir tué des choses qui n'étaient pas acceptables, eh ben, on va projeter sur l'autre toute cette merde, j'ai envie de dire, tout ce qui va pas, alors que le partenaire, il est toujours le même, il va pas comprendre d'où ça vient, le ou la partenaire. Hein. Et le problème, c'est ça, c'est que si on veut que ça soit l'autre le problème, ou si on est toujours en colère contre l'autre, si on n'arrive pas à prendre 100% responsabilité, si au bout de quelques séances, ça fonctionne pas, moi je le dis au couple, je dis, écoutez, là, j'ai l'impression que je vais pas pouvoir vous aider plus s'il n'y a pas un changement d'énergie, vous me payez pour rien. C'est-à-dire que là, vous allez continuer. Il y a tellement de colère de la petite fille ou du petit garçon à l'intérieur que vous le portez et que ça hurle, ça sort dans tout, ça sort de tous les côtés. Et là, c'est compliqué. Et je dis pas que c'est impossible, parce que j'ai pas de couple où je dirais que c'est impossible. Par contre, ça, c'est très difficile. J'avais envie de te poser la question de ce que serait un couple sain. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Et on cherche évidemment pas à figer les choses, mais c'est ça qui me venait. En même temps que j'avais tellement envie de t'entendre sur une histoire que tu aurais peut-être envie de nous raconter d'un couple qui t'a semblé ressuscité dans un de ces stages. Mais tu sais, si je vais prendre le dernier en date, parce que moi, j'oublie, tu sais, j'ai des troubles de déficit d'attention, ce qui fait que je garde pas beaucoup de détails. Dans l'instant présent, vraiment, je suis complètement présent, mais souvent, je peux oublier des choses qui, pour moi, sont moins importantes, parce que le problème n'est pas le problème, c'est toujours ce qu'il y a en dessous. Mais je pense vraiment à un couple... Écoute, je pense à un couple que j'ai accueilli il y a 2 jours, il se reconnaîtra. Je les ai depuis quand même 8 séances, c'était la 9e séance, et puis là... c'était la séance d'avant, j'ai laissé passer 1 mois, j'aurais dit là c'est pas possible, là à chaque fois c'est c'est l'autre, toujours, ça fait trop longtemps, j'ai dit moi je vous propose, c'est soit vous faites les dialogues et vous prenez 100% responsabilité, je sais plus comment je l'ai dit, mais en tout cas je suis sorti pas de mes gonds, je suis sorti de ce que je fais habituellement des dialogues, et j'ai fait de la psychopédagogie, et j'ai fait comme un peu un remontage de bretelles, quoi, vraiment, où j'ai recadré, voilà, plutôt. J'ai recadré, et des fois, je me dis, peut-être que j'étais un peu dur. Puis, je les ai retrouvés il y a 2 jours, et ils m'ont dit, écoute, il y a quelque chose qui a basculé. Depuis la dernière séance, le fait que tu nous aies vraiment secoué, c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit, ça sert à rien si on continue à toujours voir que c'est l'autre. Il s'est passé quelque chose. Alors, je prends la dernière, après, pour d'autres, ça va être d'autres choses. Mais ils sont revenus, j'étais épaté de la conscience qu'ils mettaient. J'étais scotché, j'aurais dit, mais là, on a fini, quoi. On va pouvoir faire une dernière séance de clôture, parce que vraiment, vous avez tout compris. Et là, ça me touche vraiment dans ces moments-là. Alors, c'est pas ce qui arrive tout le temps, mais voilà, ça c'était il y a 2 jours, quand même. Alors, une toute dernière question, Claude, qu'est-ce que tu as envie de conseiller, ou quelles invitations tu aurais envie de faire aux hommes pour qu'ils enchantent au maximum leur couple? C'est vraiment le truc qui me vient, c'est pas très positif de dire arrêtez d'eux, parce que le cerveau n'entend pas les négations. Mais j'ai envie de dire arrêtez d'avoir peur. Ça veut dire prenez des initiatives. Vos partenaires n'attendent que ça, parce que souvent c'est ça, elles ont l'impression qu'elles portent toute la relation, ce qui est pas vrai, parce que nous les hommes, on fait aussi des choses, mais comme on n'a pas les mêmes
langage, c'est pas forcément vu. Mais ce qui est important, c'est écouter vraiment ce qu'elles vous disent et prenez des initiatives, j'ai envie de dire. Et prendre l'initiative aussi d'aller, si c'est difficile dans la relation, de vous faire accompagner. Je veux dire, il n'y a pas de mal. On nous apprend qu'il faut se débrouiller seul, mais non. Moi, c'est vraiment le plus grand conseil, c'est oser demander de l'aide. Et peut-être y voir une forme de courage. Oui, c'est ça. Mais c'est ça le courage. Un très grand merci, Claude Parisot, d'être venu dans Métamorphose. Je rappelle le titre de ton livre passionnant, Réenchanter son couple grâce à la méthode Imago aux éditions Erol. On peut aussi retrouver d'autres informations sur ton site internet, thereneo.com/Claude Parisot-Imago. Merci à vous et à très bientôt dans Métamorphose. Merci Emmanuel, à bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et en attendant, c'est Anne Guéquière et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.